Avant de revenir à commencer à Emmanuel Macron et la justice ivoirienne, je suis tombé sur quelque chose qui m'a fondamentalement, enfin, qui m'a encore interpellé. Je suis tombé sur des articles de presse. Et ces articles de presse, ce sont nos présidents qui sont attaqués au sein de l'AES. Et je vois que moi, ça n'engage que moi. Moi, je ne sortirai pas pour dire quelque chose qui peut porter atteinte à la sécurité nationale dans mon pays. Je ne le ferai pas. Et on a vu beaucoup de manifestations ces temps-ci. Moi, ce que je peux dire à mon président, la seule chose que je peux dire à mon président, le général d'armée Assimi Goïta, c'est une seule chose, pas deux. On peut ne pas être d'accord de la manière dont ceux qui se sentent lésés, frustrés, parlent, c'est-à-dire ceux qui sont opposés à Assimi Goïta et au gouvernement. Mais n'oublions pas que chacun a sa façon d'aimer le pays. C'est leur façon à eux, certainement, de dire que eux, ils ont autre moyen de gérer ce pays, ce qui est différent de ce qu'Assimi fait. C'est légitime. Je n'ai pas dit c'est légal, hein, parce que les gens ne comprennent pas français. C'est pas légal, hein, je dis c'est légitime. C'est-à-dire, ça vient directement de vous-même, selon votre âme et conscience, voilà ce que vous dites. Ça, c'est légitime. Mais ce qui est légitime n'est pas légal ou n'est pas forcément basé sur le droit. Non. C'est la subjectivité légitime, d'accord? Maintenant, il se manifeste. Assimi est le père de famille. En ce qui me concerne, nous, on combat aujourd'hui Alassane Ouattara parce qu'il refuse de parler avec l'opposition ivoirienne. Les Ivoiriens voudraient bien me regarder, mais Keïta Non est d'accord avec toi, on te suit. Mais est-ce qu'au Mali, le fait que vos autorités ne parlent pas à l'opposition, est-ce que ce n'est pas la même chose à Ouattara? Les gens peuvent poser cette question. Une fois de plus, elle est légitime. Ceux qui posent cette question, ils sont en droit de se poser cette question. Alors, il est de mon devoir de répondre à ces gens-là. Voilà pourquoi. Et pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas les manifestations qui vont, je peux dire, mettre le président dans une certaine position. Moi, je pense que je n'engage que moi. C'est que le président commence à réfléchir sérieusement. Depuis toutes ces années, j'ai demandé au président d'avoir une communication digne de ce nom. Quand vous avez une équipe de communication, regardez Donald Trump. C'est le président qui est le plus à l'aise avec les journalistes autant pour moi. Et il a été le plus attaqué de toute l'histoire des États-Unis. Mais vous le voyez toujours devant la presse, il parle. Et il a mis des hommes et des femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Parce qu'il a un agenda. C'est pourquoi j'interpelle le président Goïta. Vous avez certainement un mandat de 5 ans. Mettez les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Pour que ceux-là puissent agir comme il le faut. Allez sur les réseaux un peu et puis lisez ce qu'on est en train de dire de notre président. Ça choque, ça blesse. Et moi, je me dis, tout ce qu'on voit, même dans les médias officiels, c'est parce qu'il y a une part de vérité que ces gens n'ont pas. Et ils spéculent à partir de ce que l'opposition leur dit. Assimi ne va pas passer 5 ans à empêcher les gens de parler. Il ne va pas le faire. Il sait que dans tous les cas, ce n'est pas sa façon de faire les choses. La meilleure façon pour Assimi Goïta de fermer la bouche définitivement des politiciens, c'est d'avoir une communication digne de ce nom. Une équipe, pas pour insulter, pas pour menacer. Vous sortez, on va boycotter. Vous sortez, on va vous empêcher. Ce n'est pas ça. Mais c'est d'avoir une communication digne de ce nom. Moi, quand Maître Moutaga parle,
C'est un homme de droit accompli. Je respecte sa vie politique. Mais billahi, je jure, si Moutaga veut avoir ce débat avec moi, sur la suspension des partis politiques, je jure sur ma vie et tout ce qui m'est cher. Je suis prêt à discuter avec lui. Je n'ai pas peur de son diplôme. Que ce soit Moutaga Tal, que ce soit l'ancien premier ministre Shogel Kokalamaïga, que ce soit Moussa Mara. Citez-moi tous les noms que vous connaissez. Je suis prêt à ce débat avec eux. Ils ne me feraient pas. Je ne suis pas complexé devant eux. Que ce soit leader de parti politique ou pas, je ne suis pas complexé. Monsieur le Président, Keïta ne vous demande pas de le recruter. D'ailleurs, il ne va même pas accepter parce qu'il aime sa liberté, il aime dormir. Mais quand tu travailles président, à 7 h du matin, il faut être au bureau avant le président. Keïta ne peut pas faire ça. Ma chérie Clémence même c'est ça. Keïta aime dormir, donc c'est pas ça. La question ici, Monsieur le Président, jusqu'à présent, l'homme qu'il faut pour vous, pour construire cette communication, l'homme qu'il faut pour mettre en place une équipe capable de vendre vos projets, vos actions politiques. On nous a dit ici, j'ai lu pour vous, que 600 jeunes ont été recrutés pour divulguer la politique d'Assimi Goïta. Mais si on a les 600 jeunes, pourquoi on ne laisse pas les gens, les politiciens qui veulent parler là, pourquoi on ne les laisse pas parler? Si on a recruté vraiment 600, parce que moi j'ai lu le document, vous avez entendu. Donc, ils ont fait croire au président qu'on va recruter des jeunes gens pour divulguer ta politique. Le président ne voit rien dedans. Monsieur le président, je suis votre meilleur atout. Wallah billahi. Je suis votre meilleur conseiller. De loin, et le meilleur dans tous les domaines. Les 600 jeunes qu'on a recrutés là, ils sont où? J'insiste, aujourd'hui encore, allez devant Orange Money. Moi-même, j'ai fait une certaine transaction aujourd'hui. Quand j'ai vu ce qu'ils ont pris dedans, parce que moi, je fais mes connexions par an. Quand j'ai vu l'argent qu'ils ont enlevé dedans, là, franchement, si Assimi n'était pas mon président, un jus qui était sur ma bouche, là, j'ai avalé ça en même temps. Fonds de soutien, là. De toute façon, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, ça m'a fait mal. Mais, comme c'est mon président, je soutiens. J'ai accepté. Mais Monsieur le Président, moi j'ai dit encore, à cause de Dieu, Monsieur le Président, Sabali trouve encore un vrai moyen pour communiquer. On ne vous demande pas de venir. On a besoin d'une équipe digne de ce nom. Si vous allez dans 5 ans, à faire des militaires, on n'a qu'à laisser ça à côté, parce que j'ai entendu un ministre dire, qui est des militaires. Si vous êtes militaire, c'est dans les casernes. Mais vous êtes dans les bureaux climatisés, vous êtes dans les ministères, au et tout. Là, c'est les hommes que vous gérez, c'est le pays que vous gérez. Les données ont changé carrément dès que vous êtes devenu ministre. Président, premier ministre, c'est la même chose. Donc, il faut revoir. Peut-être que si un jour, on ne le souhaite pas, si vous retournez dans les casernes, peut-être, mais je ne crois pas que cela puisse arriver encore. Vous allez gouverner ce pays, ça c'est certain. Le fait de dire qu'on est militaire, ça c'est une bonne chose. C'est grâce à votre courage que vous avez vraiment sorti le Mali de cette situation, de cette impasse. Mais ce qui est important, c'est de ne plus réfléchir comme un militaire, mais d'agir comme le serviteur du peuple, d'agir comme le gouverneur du peuple, d'agir comme les dirigeants du peuple. C'est ce que vous faites, mais le peuple a besoin d'une chose qu'on lui parle. Vous faites beaucoup de choses, beaucoup. Les gens ne savent même pas que le Mali a réalisé une des meilleures performances en Afrique de l'Ouest dans le cadre de la couverture énergétique. Mais pour le moment, on n'en a pas. Pourquoi? Parce que les anciennes lignes de transport, là, ce sont là-bas, les câbles utilisés ne peuvent pas supporter ce qu'on a fait, je ne sais pas moi, la puissance énergétique qui sont disponibles actuellement. Donc, il faut changer carrément tout ça pour que les choses s'améliorent. Mais là, quand vous avez une équipe de communication pour parler au peuple, leur thème est au courant, leur thème sait, mais leur thème ne va même pas sur le terrain pour parler au Mali. Allez sur le terrain
et puis faire un petit reportage. Monsieur le Président, voilà mon dernier mot. À Koulouba, mettez une équipe restreinte pour la communication. Et à cette équipe-là, vous leur donnez plein pouvoir sur le ministère de la Communication. C'est cette équipe-là qui va diriger la communication du gouvernement pendant les 5 années à venir. Je répète, Monsieur le Président, voilà ma proposition. Vous laissez le ministre de la Communication, là, s'il veut n'a qu'à rester, mais mettez une équipe dynamique à côté de vous à Koulouba. Et c'est avec eux que vous travaillez. C'est eux qui vous rendent compte. Et ceux-là, ils ont autorité sur le ministre de la Communication, ils ont autorité sur le directeur de l'ERTM. Eux, ils vont travailler en fonction de votre agenda. Et votre agenda va s'appliquer. C'est eux qui vont faire la coordination gouvernementale. Toutes les actions des différents ministères, ils sont au contact avec tous les ministères. Et s'il y a tout de suite quelque chose à promouvoir, l'équipe met tout de suite la stratégie en place pour promouvoir. Ministère de la Communication, oubliez ça. Oubliez ça. Laissez, oublions-le. Cette équipe-là, vous donnez autorité et plein pouvoir à cette équipe qui va être au-dessus même du directeur de l'ERTM et au-dessus du ministre de la Communication. Voilà ma proposition, Monsieur le Président. On va partir. Alors donc, je vais vous faire écouter ceci d'abord. C'est important. La France est aux abois. Des gens qui nous ont insultés. Je reviens où on est. Voilà. Permettez-moi. Permettez-moi. Où est ce petit-là? On va l'écouter. Hein? C'est important. Et Allah. On va écouter ça. Personne n'aurait pu imaginer il y a quelques années qu'une des plus grandes démocraties du monde allait supprimer des programmes de recherche sous prétexte qu'il y avait le mot diversité dans ce programme. Personne ne pouvait penser qu'une des plus grandes démocraties du monde allait biffer d'un trait la capacité à avoir des visas de tel ou tel chercheur, parfois de ceux qui avaient contribué à sa propre sécurité numérique. Personne ne pouvait penser que cette très grande démocratie du monde, dont le modèle économique repose si fortement sur la science libre, sur l'innovation, et sur sa capacité d'ailleurs durant les 3 décennies passées à avoir innové davantage que les Européens et à avoir diffusé plus cette innovation, qu'ils allaient faire une telle erreur. Mais alors, nous en sommes là. Donald Trump a dit que désormais, d'abord, il y a une manipulation dans ce qu'il dit. Il y a plein de mensonges dedans. C'est ce qu'on appelle le retour du karma. C'est eux qui disaient, qui ont toujours dit, il faut dire aux Africains ce qu'ils doivent faire parce que nous connaissons mieux que leurs propres besoins. C'est eux qui voulaient nous imposer. C'est eux qui voulaient faire ceci. C'est eux qui voulaient faire cela. Mais aujourd'hui, Donald Trump a dit, I want to make America great again. Mais il s'est rendu compte que les États-Unis ont été volés, trahis, utilisés, manipulés. Mais ce que Macron dit, c'est faux. Parce que le visa dont parle Donald Trump, vous voulez venir, il y a un visa qu'il a mis en place, le visa de 5 millions de dollars. Il a mis ça en place. Mais on n'a jamais dit que les 5 millions de dollars devaient être payés at front. C'est-à-dire, vous payez cash et puis c'est pas ce qui a été dit. Il y a des mécanismes qu'ils ont mis en place pour que les 5 millions de dollars soient payés. Il a aussi dit, par rapport aux chercheurs et autres, il a mis une certaine barrière. Il dit qu'il ne veut plus que son pays soit un bordel. Excusez-moi l'expression. Il ne veut plus qu'on utilise son pays comme n'importe quoi. Mais il veut que les États-Unis redeviennent ce qu'ils ont toujours été.
leader dans tout ce que le monde peut entreprendre. Mais c'est pourquoi je vous fais écouter ceci. C'est le fait que ils ont du mal à accepter que Trump redessine la configuration du monde, alors que c'est eux qui ont balkanisé notre continent. C'est eux qui ont morcelé notre continent. Et c'est eux qui ont installé des bases militaires chez nous. C'est eux qui ont placé des conseillers techniques, des conseillers spéciaux auprès de nos présidents, nos premiers ministres et nos ministres. C'est eux qui ont infiltré notre système administratif, je pourrais dire politico-administratif, jusqu'à la moelle. Aucune décision ne pouvait être prise si Paris n'était pas au courant, parce que les conseillers étaient là pour faire fuiter toutes les informations. Alors donc, quand il se plaint de Donald Trump, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Trump dit désormais c'est l'Amérique qui m'intéresse. C'est mon pays qui m'intéresse, c'est mon peuple qui m'intéresse. Trump dit, contrairement à ce petit bâtard de président raté et minable, écoutez très bien, Trump dit, je suis en train d'accomplir la mission qui m'a été confiée par mon peuple. Mission que j'ai présentée sous forme de projet à mon peuple pendant ma campagne. Et le peuple m'a donné carte verte pour agir. Et c'est ce que je suis en train de faire. Trump n'est pas en train de redessiner le monde. Il est en train de déterminer les priorités des Américains. Et si cette priorité peut porter un préjudice sur un continent ou un pays, Trump il s'en fout éperdument. Ce n'est pas son problème. C'est le dernier de ses soucis. Ça ne l'intéresse même pas. Donc, donne-moi une seconde. Attendez, il y a un bâtard qui est là, un nouveau groupe de ceci. Donne-moi une seconde là, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Il y a un bâtard qui est là, qui est en train de mettre des informations là. Je vais supprimer ça rapidement là de mon direct. Donne-moi une seconde. Un bâtard qui est là, un nouveau groupe de ceci. Ta mère bâtard, ton père bâtard, maudit que tu sois mal élevé. C'est pas dans mon direct qu'on vient faire ça. Imbécile. Nouveau groupe. Donne-moi une seconde. Idiot. Attendez. Donne-moi, je vais enlever ce bâtard là ici. Là. Donne-moi une seconde. Tu vas aller faire ça à ta maman là-bas. Idiot. Attendez, je vais enlever tout ça. Imbécile. Il y a mon nouveau groupe, ouais. Idiot que tu es. Il y a des maudits comme ça là. C'est un nouveau groupe. Idiot. C'est sur mon groupe, tu as venu faire un nouveau groupe. Imbécile. Alors donc, je répète encore, Trump dit, voilà ça ici, quelqu'un n'a qu'à me provoquer. Je fais mon direct, quelqu'un n'a qu'à me provoquer. Voilà ça ici. Trump dit, je le répète, j'ai été élu par le peuple américain. Et le peuple américain m'a donné mandat pour accomplir telle ou telle chose. Mais maintenant, que l'Europe s'affole, ça, c'est pas notre problème. En commençant par les enjeux, il faut mesurer que nous sommes à un moment de rupture très profond où l'impensable est au cœur de notre actualité. Alors, je ne vais pas perdre mon temps trop sur ça. Voilà la réalité. L'Europe est en train de se poser des questions, particulièrement la France. Ils sont en train de perdre l'Afrique au profit de la Chine et de la Russie, Turquie aussi, selon eux. Le seul espoir qui leur restait, c'était leur allié. Et Trump
Un jour, quelqu'un a dit quelque chose, un de ses collaborateurs a dit une phrase qui m'a marqué. Ils disent Donald Trump, en français, en anglais, pardon, c'est deal maker, c'est-à-dire celui qui sait faire les deals, celui qui est un très grand négociateur en un mot. Donc Donald Trump a fait exprès, il a poussé les pions pour voir la réaction de ses partenaires. Et curieusement, la Chine a réagi, le Canada a fait la grande gueule, mais j'ai vu que le nouveau Premier ministre du Canada est allé voir Trump aujourd'hui. Macron a fait la grande gueule. Les entreprises occidentales, européennes sont en train de se délocaliser doucement, doucement. Beaucoup sont passés dans le dos de leur président pour aller signer des deals avec les Américains. Qu'est-ce que Trump leur a dit? Vous voulez nous vendre vos véhicules? Vous ouvrez votre entreprise ici. Et si vous m'envoyez des commentaires pendant que je travaille là, faites-moi beaucoup, arrêtez ça. Ayez la patience de laisser Keïta finir son travail et ensuite envoyer les messages. Quand tu envoies un message tout de suite, il faut attendre. D'accord? Deuxièmement, ce que je veux dire, Macron est tombé dans le jeu de Trump. Et Trump a vu tout de suite, Macron n'est plus un allié, mais Macron est devenu un adversaire. Donc Macron a compris qu'il est tombé dans le jeu de Trump. Cette histoire de guerre commerciale, là, les tarifs là. Parce que Macron avait appelé les Européens, les présidents, premiers ministres, on doit répondre, on doit faire ceci, on doit... Ursula von der Leyen, la voleuse, menteuse là, elle aussi, elle s'est mise dans le jeu. Donc Trump a vu tout de suite. Mais pendant ce temps, les pays latinos et les pays, comment on appelle ça, de ce qu'on appelle Indo-Pacifique, Golfe de la Méditerranée, ces pays-là ont commencé à négocier avec Trump pour avoir un deal, un accord. Donc Macron s'est retrouvé piégé. Il s'est trouvé piégé. Et comme c'est un gars qui a la grande gueule, un dictateur sans foi ni loi, un corrompu, un manipulateur, donc qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de se ressaisir, de se contrôler, non, il continue de sortir. Trump ne va pas s'arrêter. Et chaque fois quand il sort, il dit on a fait un bloc contre Trump, il y a dans le même groupe européen là, il y a dans le même groupe, oui je sais, dans le même groupe, il y a des gens qui vont sortir encore pour aller soutenir Donald Trump. Il y a des gens qui vont sortir pour aller soutenir, je répète, Donald Trump. Ils avaient voulu envoyer des soldats européens en Ukraine. Plein de pays ont dit eux ne peuvent pas. Alors, est-ce que la Grande-Bretagne et puis la France seuls peuvent aller dans cette guerre en Ukraine? Ils ne peuvent pas. Donc, afin d'envoyer soldats en Ukraine, là, c'est passé où? Poutine a été clair. Vous rentrez, vous serez ma cible prioritaire. Je vais laisser les soldats ukrainiens. Où vous soyez sur le territoire ukrainien, je vous bombarde et puis je vous tue là-bas. Donc, les Français même sont sortis dans la rue pour dire on ne veut pas que nos enfants aillent mourir en Ukraine. Donc, cette malédiction-là sur Macron. Voilà un gars qui s'est immiscé de la pire manière dans la politique africaine, particulièrement ivoirienne. C'est lui qui a justifié le mandat criminel et meurtrier de Alassane Ouattara. Le troisième mandat anticonstitutionnel de 2020, c'est lui, Emmanuel Macron, c'est lui. C'est lui qui a donné sa parole. C'est lui qui l'a soutenu publiquement devant le monde. Donc, quand il paye, quand il est payé comme ça là, par le karma, nous on est content. On est content. C'est ce que je voulais vous faire écouter. Et c'est pas tout. Hein. On a aussi appris qu'il il a cherché à s'immiscer dans le choix du nouveau pape en Italie, au Vatican. Il essaie. En fait, Emmanuel Macron, je fais politique, hein. Parce que les petits djoulas qui sont dans la fin, les vrais djoulas, enfin les petits djoulas qui sont pires même que les mécréants là, c'est eux.
Sinon, les vrais Dula, la même, les savent. Être Dula ne fait pas de vous forcément un musulman. D'accord? L'ethnie et la pratique d'une religion, c'est pas la même chose. Il y a des Bétés qui sont musulmans, il y a des Kolango, pardon, des Baoulés qui sont musulmans, des Adjougours qui sont musulmans. Donc, c'est pas l'ethnie qui est en chose. Ce qu'il faut retenir, regardez bien. Cette histoire de Macron, on dit, il est intervenu en Italie pour essayer d'influencer l'élection du nouveau pape. Vous avez vu ce qu'il a présenté, l'image de l'Église catholique qu'il a présentée le jour de l'ouverture des Jeux olympiques. Imaginez qu'il réussisse à manipuler et que le pape qui sera élu soit le pape de son choix. Je ne suis pas catholique ni chrétien, mais je vais dire, c'est fini pour l'Église catholique. Ce sera fini pour vous, vous les catholiques là. C'est fini. Parce que la bêtise humaine qu'il a montrée sans gêne, sans présenter ses excuses aux chrétiens, lors de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris, les JO de Paris, imaginez que le pape élu soit celui qui l'aurait pistonné. Mais c'est fini. Pour l'Église catholique, c'est terminé. C'est fini. Souvent, les gens ne font pas attention à ces choses-là. Mais quand nous, on les voit, tout de suite, Dieu attire notre attention. Sans trop savoir ce qu'on va dire. Moi, je ne fais que dire, d'accord, je mets dans mes bases de données pour intervention. Mais je ne sais même pas ce que je dois dire là-dessus. La plupart des vidéos que je vous montre ou des passages audio que vous écoutez, ne croyez pas que j'ai pris mon temps pour regarder, analyser, dire ce que je ne fais jamais ça. Au nom de Dieu, je ne fais jamais ça. Je ne fais que, je vois, ça m'intéresse, je sauvegarde. Et pendant l'intervention, tout de suite, mon esprit ramène ça. Et puis, je vous fais écouter, j'avance. Moi, je n'ai pas un truc, je n'ai pas une fiche, un chronographe pour faire ces choses-là, non. Donc, ceci dit, ce n'est pas tout. Le même Macron et l'Union européenne, ils ont poussé la Cour suprême, je crois, de la Roumanie à annuler l'organisation d'élections parce que celui qui a gagné, selon eux, était pro-Poutine. Et s'il est pro-Poutine, il ne peut pas accepter que la Roumanie soit alliée de Vladimir Poutine. Donc, pour vous dire que cette animosité-là n'est pas finie, ce que je suis en train de vous dire, les élections se sont passées le dimanche dernier. Malgré tout ce qu'ils ont fait, les Roumains ont décidé autrement. Alors, est-ce que vous croyez qu'ils vont laisser les pays africains qui ont été colonisés par la France? Vous, parce que selon eux, nous, on est avec Moscou ou Pékin. Donc, quand le vieux malade finit, fatigué, il ne peut rien. Mais moi, aujourd'hui, Ouattara me fait pitié en Côte d'Ivoire. Donc, Ivoirien, on vient de rentrer comme ça, c'est la transition. On vient de rentrer pour la Côte d'Ivoire. Ouattara me fait pitié, Ivoirien. Ouattara me fait pitié. Regardez. Je ne voulais pas parler de ça, mais vraiment, si c'est la volonté de Dieu, alors qu'il m'assiste et qu'il me préserve des injures. Vous avez tous vu le prophète Elipada, je crois que c'est ainsi il a en train de sortir. Il a même parlé sur le billet franc CFA, je crois un billet de 500 avec une pièce de 100 francs. Il était en train d'expliquer le symbole qui est sur le billet du franc CFA. Hein? Le symbole là, il est en train de donner une explication. J'ai juste écouté 2-3 minutes. Et puis au moment de sortie, je vois Maï. Elle est sortie, bon, elle aussi, elle a commencé à parler sur cette affaire d'Élie. Et je voudrais, loin de moi l'idée de pousser quelqu'un à avoir, par exemple, un langage ceci ou cela, c'est pas ça. Pourquoi ces temps-ci j'aime beaucoup attaquer Chris Yapi et aujourd'hui encore je vais l'attaquer parce que c'est un petit minable. Je me rends compte que Chris Yapi, vous savez, quand vous êtes un fin observateur,
et que vous avez l'expérience dans ce domaine-là, vous lisez les choses avec aisance et facilité. Vous comprenez tout de suite. Chris Yabri n'a plus de sujet. Chris Yabri n'a plus rien à dire. Donc, l'obsession, c'est Charles Blé Goudé. Vous avez vu le petit truc de 7 minutes qu'il a fait là. Moi, je ne suis pas allé regarder. J'ai juste vu que près de 35 000 personnes sont allées regarder. J'ai vu, c'est une vidéo de 7 minutes. Je ne suis même pas en train de... Je ne sais pas ce qu'il a dit. Alors, cela me permet de parler de la guêpe. C'est ma petite soeur, je l'aime bien. Moi, j'ai toujours dit une chose. Vous ne servez pas le peuple correctement si vous faites beaucoup trop de déviations. Personne ne va vous dire ce que vous devez passer. Ce qui est dangereux aussi, moi, la femme, je pousse la femme à devenir même président, ministre, chef d'entreprise. Et quand je vois les femmes qui ont atteint un certain niveau de Dorman Segon, il y a un bâtard qui est là encore. Dorman Segon, hein? Je vais enlever ça aussi. Il y a un autre bâtard qui est venu encore. Je vais insérer quoi? Reine d'os. Attendez, Dorman Segon. Je vais le bannir aussi. Bâtard, reine d'os, tu vas dire ça à ta maman. Imbécile, c'est si mon direct tu as fait ça mal élevé, maudit que tu sois. Allez, bâtard, là, dégage de mon direct. Imbécile. Tu as venu dire, je faisais ici. Imbécile. Tu as venu faire quoi? Non, moi, je suis en train de chasser un petit bâtard, la reine d'os, là. Voilà. Non, c'est comme, c'est maudit, là, ici, là, c'est pas leur place. Idiot. Vous allez envoyer 1000 numéros, moi je suis assis là, je vous attends. Vous envoyez 1000 numéros, moi je vous supprime. Venez. J'ai supprimé un, non? Il y a un autre qui est venu encore. Je vous attends, je ne suis pas pressé. Alors, donc, elle dit que ça fait 2 ans, quand on avait dit que Eli Pada avait été arrêté, et elle avait dit qu'il n'avait pas été arrêté, qu'elle savait où il était. Il y a un monsieur là, je crois qu'il est aux États-Unis, lui aussi, je crois qu'il s'est fait appeler pasteur, si je ne me trompe pas. Donc, lui aussi, il a dit à la guêpe, bon, elle n'a qu'à, si elle sait où il est, elle n'a qu'à dire, ils vont prendre un avocat pour aller. Si elle sait où il est, elle n'a qu'à parler. Mais ce qui est étonnant, parce que nous, on a vu des images, personnellement. Moi, je ne rentre pas trop dans la vie privée des gens. Je ne rentre pas trop dans ce qui n'est pas du domaine politique. Ce qui fait que cette affaire de l'IPADA, ça ne m'a jamais intéressé en réalité. Je dis, s'il est un serviteur de Dieu, il va porter sa croix comme le Christ a porté sa croix. Il va porter sa croix comme Paul a porté sa croix, comme Jean a porté sa croix, comme tous ceux, comme les 12 apôtres disciples du Christ, chacun d'eux a porté une croix. Même Marie a porté sa croix quand elle a vu le Christ crucifié sur la croix. Donc, s'il est serviteur de Dieu, il va porter sa croix. C'est pourquoi je dis, c'est-à-dire que moi, la question de ce que Maï ne comprend pas, c'est ma petite sœur, je l'aime bien. Je dis, et je remercie peut-être que mon jeune frère Koné, il a commencé à comprendre. Babo Koné. Lui, honnêtement, et je remercie Dieu vraiment de l'avoir habité avec cette sagesse-là. Il a commencé à comprendre beaucoup. Parce que je l'écoute souvent. Pas toujours. Quand je tombe sur ces trucs, j'écoute souvent. À des moments aussi, il donne des informations. Ce que Maï ne comprend pas, elle joue à un jeu dangereux. Ça, c'est mon avis. Je peux me tromper. Si Eli Pada est réellement serviteur de Dieu et puis s'attaque à lui au motif de blablabla, il veut mettre sa bouche dans tout ça, c'est elle que ça regarde. Nous, ça ne nous regarde pas. Parce que tu es d'une religion. Peut-être que si Eli Pada a fait quelque chose qui a un impact sur la sécurité nationale ou qui a un impact sur la politique en Côte d'Ivoire, qui participe d'une certaine manière à je ne sais pas quoi, d'une certaine manière à déstabiliser, là, elle peut intervenir. Elle peut dire ce qu'elle a envie de dire. Moi, je soutiens Gédéon souvent. Vous le savez très bien, je soutiens Gédéon par rapport à ses prises de position, par rapport à l'amour qu'il a pour la parole de Dieu. Je le respecte à ce titre. Mais moi, je pense que quand, par exemple, les gens, il y a une image qui a été montrée aux Ivoiriens.
Et tout le monde a vu, moi cette image-là j'ai vu. Et tout le monde, à moins qu'on soit malhonnête, cette image-là pouvait nous dire tout de suite que le monsieur là, il était entre des mauvaises mains. Clément, je ne sais pas si tu as vu cette photo. C'était un peu le noir. C'est quand les gens faisaient bruit. On veut voir Eli, ça tapait sur les réseaux. On a vu une image où il est sorti une nuit. Il dit, je suis quelque part, je ne peux pas d'où je suis. C'était un peu, on savait que c'était lui, il était arrêté. Et puis il avait une façon de regarder. Bon, vrai ou faux, je ne sais pas. Bon, même là où il est actuellement. La vidéo d'aujourd'hui, Clémence, tu es là, je suis sûr que tu es là. J'invite tous ceux-là à aller regarder encore la vidéo d'Eli. Ce n'est pas une vidéo comme Keïta. Moi, quand je vous parle, là, je suis concentré sur vous. Est-ce que vous voyez, quand je parle, je regarde, mais la vidéo, on a l'impression que quelqu'un était là. On a l'impression que quelqu'un faisait des signes. On a l'impression que quelqu'un voulait qu'il dise quelque chose. Ou il était en blanc, là. La vidéo d'aujourd'hui en blanc et le français, voilà. Regardez très bien. On a l'impression que quelqu'un est à côté de lui. Il parle, mais je sens qu'il n'est pas lui-même. Donc, j'ai regardé juste quelques minutes et puis je suis parti. J'ai dit, bon, j'ai un direct à faire. Maintenant, ça ne sert à rien pour la guêpe de s'engager dans un combat qui n'est pas son combat. Parce que quand c'est serviteur de Dieu, là, tu es trop petit pour faire palabre dedans. Si réellement il est serviteur de Dieu, laisse Dieu, mais il va faire son palabre. Maintenant, toi, tu vas dire, je sais où il est. On ne l'a pas fait ça. Ça va changer quoi? Rien. Fouille. Bon. Les gens qui te respectent te disent, ça c'est religion, il faut enlever ta bouche dedans. Moi, je pense que c'est pas... Tu veux forcément avoir raison. Parce que, attention, je l'ai écouté. Hein. C'est par rapport à ce qu'elle dit que je parle. Ça fait 2 ans, je suis comme ça fait tout ça, c'est bien. Mais ça, là, c'est pas ton palabre. Ça, c'est un conseil de grand frère. Tu peux rejeter, je m'en fous. Tu peux accepter, tant mieux. Mais je répète ce que j'ai dit. Si c'est réellement un serviteur de Dieu et que tu t'attaques à lui, attention, tu auras des comptes à rendre. Mais s'il n'est pas serviteur et que c'est un farceur, tu peux t'attaquer à lui. Ça, c'est ton droit. Mais, est-ce que tu as la preuve que c'est un marmailleur? Est-ce que tu as la preuve qu'il n'est pas serviteur de Dieu? Est-ce que tu as la preuve qu'il manipule? Parce que quand vous faites vos trucs là, moi je vous dis toujours, poussez un peu. Elle a dit aujourd'hui, elle dit elle n'est pas émotive, elle est rationnelle. Donc si elle est rationnelle, elle devait se poser ces questions-là. Salam Fatia, il est parti. Alors, on revient ici rapidement. Le vrai show va commencer. Emmanuel Macron, c'est un petit menteur, laissez-le, il a raté sa vie. C'est fini pour lui. Alors, on va écouter ceci. C'est ça qui m'intéresse. Maître, je lis ici l'article 41 des statuts du PDCI qui définit les critères de candidature au poste de président du parti. Et cet article 41 nous dit ceci. Ah, pourquoi tu parles pas? Bon, donne-moi une seconde. Hein. Je sais pas pourquoi il ne veut pas parler. Je vais voir. Yo. Non, on n'est pas pressé. On va voir. Je vais voir s'il est connecté. Mais il est connecté à quoi? Oui. Affaire des téléphones là aussi, c'est ça. Donne-moi une seconde. Hein. Alors, mais. Donne-moi une seconde. On va reprendre encore. Parce que là, je ne suis pas d'accord. Il faut que vous puissiez bien. 欢迎使用 JBZ 品牌音响，音源输入模式， Voilà, merci beaucoup. On va revenir. 蓝牙模式， Merci. 蓝牙已连接。 D'accord, on va reprendre pour voir ce que ça dit. Dont le montant est fixé par le bureau politique. Donc Voilà. c'est les 30 millions que le bureau politique a fixé. Vous avez dit tout à l'heure, je On suis revient. sur une de vos phrases, vous avez dit que maintenant, le président du PDCI est exclusivement. Maître, je lis ici l'article 41 des statuts du PDCI qui définit les critères de candidature au poste de président du parti. Et cet article 41 nous dit ceci. Le candidat à la présidence du PDCI RDA doit 1. Être ivoirien, être de bonne moralité, jouir de ses droits civiques et politiques, être âgé de 40 ans au moins, être à jour de ses cotisations, avoir été membre du bureau politique pendant au moins 10 ans, s'acquitter d'une contribution au financement du Congrès dont le montant est fixé par le bureau politique. Donc, c'est les 30 millions que le bureau politique a fixé. Vous avez dit tout à l'heure. J'aime dire quelque chose, je vais le reprendre aujourd'hui pour le bonheur du peuple ivoirien, pour le bonheur de ceux qui m'écoutent
je vais partager avec vous ce petit instant. Donne-moi une seconde, je vais voir rapidement. Merci, merci, merci. Merci infiniment pour ceux qui, merci infiniment, merci à tous ceux qui envoient des messages, des choses. Mais YouTube qui est ici, là, ça prend pas l'argent, on dirait. Bon, c'est parce que avoir cette qualité de l'image comme ça, avec la position habituelle, j'ai une caméra excessive que j'ai acheté mal. Je cherche par tous les moyens. Je crois que je vais voir les enfants là, je vais voir des techniciens pour qu'ils puissent connecter la caméra là, en travaillant avec. Parce que YouTube là, c'est cette application qui me permet d'être connecté sur YouTube et puis avoir cette qualité de l'image. Bon, alors que l'autre système avant là, l'argent rentrait dedans. J'ai besoin d'argent, mais ici on dirait que l'argent ne rentre pas. Donc ça, c'est pas normal. Mais c'est pas grave, juste pour rire. Comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, je dis toujours, quand il y a une situation, ne regardez pas un seul côté de la situation. Regardez toujours la situation dans sa profondeur. Comme dit Denis Pachoko, on va rentrer en profondeur, dans la zone de turbulence. Vous regardez. Ici, j'ai vu Élysée, super excité, dans l'intention de recadrer Maître Rodrigue sur la question de la nationalité de Tidjane Thiam. Et j'apprécie la pertinence de sa question, même si par moment, il déconne. Alors, le jeune juriste homme de droit va démontrer tout de suite à la face du monde et des Ivoiriens que, attention, la justice ivoirienne a menti. En réalité, qu'il n'y a plus de justice en Côte d'Ivoire proprement dit. L'institution est là pour condamner les petits voleurs, les petits malfrats, les contentieux qui n'ont ni début ni fin. Mais je me rappelle encore à cette époque, j'avais vu une dame sur le même plateau Live TV, la procureure qui avait eu à dire sur ce Malien qui a volé la nationalité ivoirienne, qu'elle a reçu des plaintes et que déjà, il y a une enquête préliminaire qui a commencé sur le monsieur. J'ai toujours dit que le monsieur travaillait directement avec soit Thierry Bremer, soit Dominique Ouattara. Mais l'enquête là n'ira nulle part. Je vous dis pourquoi. Rappelez-vous la première fois, le premier procureur général de la République à la prise de pouvoir d'Alassane Ouattara. Quand le fils ou le frère, je crois que c'était le frère de Dominique Ouattara, qui a une entreprise de construction, ils avaient un chantier au plateau. Et c'était la nuit du réveillon. Après les feux d'artifice, les gens rentraient chez eux, il y a eu une bousculade, les gens sont tombés. Hein? Il y a un tour qui avait été fait là pour la fondation, les fers de béton là, puisque c'est un immeuble qu'on devait construire au plateau. Donc beaucoup sont tombés, il y a des gens qui sont morts. La bousculade a fait tomber plein de gens dans le trou. Là, ils avaient placé des tôles comme champ de clôture. Donc la foule qui était tellement compacte, les gens se sont poussés et la clôture faite en tôle a cédé. Les gens sont tombés dedans, il y avait des fers qui étaient comme ça, des pieds cassés, des mains cassées, des yeux cassés, des gens qui sont morts. Et quand le procureur était sur le point de donner le nom de celui qui avait le contrat, de celui qui construisait, c'était le frère de Dominique. Et la même nuit, Ahmed Bagayogo a reçu un coup de fil. La même nuit, il a été révoqué et radié définitivement de la fonction publique. C'est là qu'Abdou Richard est venu après. Donc quand la procureure l'a parlé, je l'ai regardé, elle m'a fait rire. Si elle veut pousser cette enquête comme elle a fait croire aux Ivoiriens, elle va subir le même sort que le procureur qui était là, qui a été chassé. C'est un club de sorciers, de voleurs et de menteurs à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'était un premier point. Alors, sur les propos de cette procureure, on montre déjà que la justice ivoirienne est en contradiction. La justice ivoirienne, le droit n'a pas été dit en ce qui concerne Tidjane Thiam. Et c'est ici que le jeune juriste va démonter.
il va prouver par A plus B que le droit n'a jamais été respecté dans le cas de Tidjane. Et pourquoi je suis ravi de partager avec vous l'intervention de ce monsieur? C'est en cela que je m'étais évertué à expliquer. Et il y a quelqu'un qui avait écrit à l'époque, il dit qu'il n'y a pas de possibilité de faire appel. J'ai dit, mais c'est quel pays? On fait un jugement, il n'y a pas possibilité de faire appel. Alors on va écouter. Élisée qui croit être brillant, mais que Dieu utilise Élisée pour dire aux Ivoiriens que la vérité n'a jamais été dite. Comme ce que j'avais toujours dit et défendu. Le jeune juriste ici, l'homme de droit, il vient avec les articles de loi. Ce que moi, je n'ai pas fait, je ne suis pas homme de droit. Je vous ai toujours dit ça. Mais le principe même, la réflexion logique, je la conduis, je la maîtrise. Mais en ce qui concerne faire référence à tel article, je ne parle pas de ça. Et ici, je vais vous inviter. S'il y a quelque chose qu'il dit qui est différent de pour moi, mais ce n'est pas la même chose, je ne cherche pas à m'inventer ici. Mais ce qui est fondamental, que la vérité apparaisse. Quand ils disent il n'y a pas possibilité de faire recours, j'ai dit c'est faux, c'est pas possible. Voilà la preuve. Dont le montant est fixé par le bureau politique. Donc c'est les 30 millions que le bureau politique a fixé. Vous avez dit tout à l'heure, je suis sur une de vos phrases, vous avez dit que maintenant, le président du PDCI est exclusivement ivoirien. Est-ce que vous nous dites que pendant le congrès en décembre 2023, vous reconnaissez donc que le président du PDCI n'était pas ivoirien? Il prenait la tête du parti. Comment il prenait la tête du parti? Ou bien cela a été fait contrairement au test? Alors, vous voyez, il y a deux questions que Élisée pose. Merci au jeune frère Élisée. Je mets aujourd'hui la colère que j'ai contre lui, je mets ça à côté et je l'applaudis pour la justesse de cette question. Parce que cette question, et moi j'aurais souhaité voir tous les Ivoiriens avoir ça comme un petit pain. Regardez, c'est là qu'on se rend compte que la bêtise humaine est en train de prendre le contrôle. C'est là qu'on se rend compte que le RHDP, après 15 ans de calomnie, 15 ans de vol, 15 ans de pillage, 15 ans d'escroquerie, 15 ans de manipulation, on se rend compte que le RHDP a tout perdu. Le RHDP nous a manipulés. Le RHDP nous a menti. Le RHDP est un parti de voleurs, de fossoyeurs, de corrompus. Vraiment des moutons qui sont là en train de dire mais. Écoutons. Merci à Élisée. Aujourd'hui, merci à Élisée. On écoute. Ce que vous dites. On va l'écouter. Non, je vous remercie. Je pense que Élisée mélange deux notions. Le test qui cite là, c'est le test pour être candidat à la présidence du parti du PDC. À la présidence du parti du PDC. C'est ça. Le test vous dit quoi? Il faut être ivoirien. Si. Est-ce qu'ils ont dit qu'il faut être exclusivement ivoirien? Ah, non. Okay, bon. Le test de vous... Merci à Maître Rodrigue. Je m'arrête là. Normalement, c'est comme ça, je devais commencer le direct jusqu'à... On a déjà fait presque... on est déjà trop avancé. C'est pas grave, on va aller quand même. La femme qui allait porter plainte, elle étudiante n'était pas ivoirienne. Mais alors, la question c'est de savoir. Parce que ici, la question telle que libellée, la réponse telle que apportée, invite tous les Ivoiriens sans exception, tous ceux qui vivent dans ce monde et qui sont vraiment épris de justice, qui recherchent le droit, la vérité, tout le monde doit se poser des questions ici sur la pertinence. Lui dit, Élisée mélange deux choses. C'est pourquoi Keïta vous dit toujours, dans une situation, ne soyez pas toujours sur la défensive par rapport à un seul côté. Mais la situation telle que présentée, entrez en profondeur, comme le dit Johnny, pour retirer la quintessence même de l'essence de la chose qui se trouve dedans. Mais cette chose vous est cachée. Si vous restez émotif dans les plaintes,
la nervosité, la colère, et vous ne regardez qu'un seul côté, l'émotion vous empêchera de pouvoir découvrir la vérité qui en réalité est dedans, cachée. Et là, ces deux hommes-là et cette dame, à travers quelques minutes, ont fait sortir une vérité que j'ai toujours défendue. Mais une vérité appuyée des éléments de droit pour dire aux Ivoiriens, Tidiane Thiam était dans son droit, il est dans son droit, il est victime de machination, manipulation et instrumentalisation d'une justice d'ailleurs qui n'a jamais existé, qui n'a jamais été indépendante. Un, au moment où il posait sa candidature pour être président du PDCRD, il avait une double nationalité. Ce que eux ils disent que la Constitution ne reconnaît pas, ce qui est absolument faux. Je répète, ce qui est absolument faux. Ce qui d'ailleurs contredit les mensonges grotesques de l'abruti, l'idiot, la bêtise morale et humaine, l'idiot par excellence, la laideur caractérielle. Comment ça s'appelle? Cissé Bakongo. Même un porc, même est joli que Cissé Bakongo. Même un buffle, même est plus joli que, même hippopotame, même est joli que Cissé Bakongo. Donc, regardez. Voilà. Ça, c'est ce que Cissé a dit. Mais alors qu'on nous dit que c'est un homme de droit, Cissé. On dit que c'est un juriste ici. Moi, je ne sais pas. Comment on peut vendre son âme au diable à cause de l'argent et renier l'éducation que vos parents vous ont donnée à cause d'un individu. Parce qu'au RHDP, il y a deux fléaux. Il y a le rejet de la moralité familiale, c'est-à-dire l'éducation que votre papa et votre maman vous a donnée. Qui t'en dit pas vous a donné. Je m'en fous, prends ce que tu veux, laisse ce que tu veux pas. L'éducation que vos parents vous ont donnée. Laisse ce que tu veux, prends ce que tu veux pas. L'éducation que vos parents vous ont donnée. Arrivé devant vous, qui est basée sur quoi? L'honnêteté, la vérité, la probité, la dignité. Quand vous laissez ça, et puis vous faites plaisir à un fossoyeur, un menteur, un manipulateur, un corrompu, pour vendre une idée illusoire basée sur le mensonge. Qu'est-ce que vos parents attendent de vous? Qu'est-ce que les parents de Cissé Ibrahim Bakongo, dans leur tombe d'homme, disent? On a regretté d'avoir mis au monde et c'était Cissé Ibrahim Bakongo. Parce que ceux qui soutiennent aveuglément Alassane Ouattara, ils commettent un, deux, ou sinon trois délits graves. Un, le rejet des parents. Le rejet de l'éducation des parents, c'est le rejet des parents. Au RHDP, ils le font. Cissé Bakongo est l'illustration parfaite. Deux, c'est la flagrance délit, c'est le mensonge même, l'apologie du mensonge. Et puis trois, c'est l'instrumentalisation des institutions républicaines. Voilà les trois fléaux qui gangrènent le RHDP et des fléaux qui sont en train de conduire la Côte d'Ivoire vers une prise d'armes ou une contestation qui risque d'entraîner des blessés, des arrestations, que Dieu nous en préserve, peut-être même des morts. Est-ce que la politique, c'est ainsi que la politique est faite? Est-ce que c'est pour ça qu'on fait la politique? Maintenant, la question d'Élysée va faire sortir deux problématiques. Un, est-ce que Tidane était ivoirien quand il voulait être président du PDCRDA? Deux, est-ce que la procédure de radiation a été faite en fonction du droit? Voilà les deux problématiques que le jeune juriste ici est en train de développer. Mais ce qui est malheureux, c'est que le RHDP, il s'en fiche. La recherche de la vérité, ce n'est pas leur problème. Le test ne vous dit pas qu'il faut être exclusivement ivoirien. Le test dit il faut être ivoirien. Oui. Donc, la condition pour pouvoir avoir 50 nationalités, mais notamment, il faut être ivoirien. Donc, si on est d'accord sur ça, pourquoi la femme, elle a porté plainte? Si on est d'accord sur ça, puisque c'est sur cette base aussi qu'on a demandé la radiation de son nom de la liste électorale. Donc, si on part sur cette base, parce qu'en droit aussi, la jurisprudence existe, hein, moi je n'invente rien. En droit aussi, il y a un élément qu'on dit. C'est-à-dire que si vous partez du faux pour vouloir obtenir le vrai, normalement, toute la procédure est biaisée. Alors que les gens sont partis du faux
pour essayer d'obtenir un autre faux vrai. Parce que dans tout, il n'y a même pas eu pas de vérité ni de justice. Je termine. Par ailleurs, pour être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Donc, pour être candidat au PDCRDA, on s'en fout que vous ayez 1000 nationalités. Mais s'il y a la nationalité ivoirienne dedans, vous pouvez être candidat. Donc, Tidjane pouvait être français, américain, chinois, russe, congolais, centrafricain, sud-africain, ivoirien, il peut être candidat du PDCRDA. Donc, à ce niveau, sur quelle base alors le procès même a eu lieu? Avant que la juge ne se décline, vous dites elle ne peut pas. Sur quelle base? Et ça, c'est pas Keïta qui parle, je vous en prie. Vous connaissez Ange Rodri. C'est lui qui parle, c'est pas moi. Maintenant, la deuxième fois, on va écouter. La Constitution vous dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Donc, l'exclusivité là vous oblige à n'avoir que cette nationalité. Maintenant, je vous avais expliqué aussi une chose. J'ai dit, les gens se basent sur l'article 48. Mais l'article 48, dans sa rédaction, a obéi à un esprit, l'esprit des pères fondateurs. Est-ce que l'esprit des pères fondateurs a été respecté? Est-ce que le droit a été respecté? Parce que le droit est mis en place, la justice est mise en place pour servir le peuple, pour harmoniser la vie des peuples. Parce que s'il n'y a pas le droit, s'il n'y a pas la justice, on ne sera pas différent des animaux. D'ailleurs, ce qui nous diffère des animaux, le philosophe nous dit c'est le langage, mais c'est faux, il y a le langage animal. Alors, je vous mets au défi. Les Chinois font des choses extraordinaires ces temps-ci sur TikTok. Souvent, vous voyez ça aussi sur YouTube. Allez-y sur les vidéos, les short vidéos là. Souvent, vous voyez les animaux. Est-ce que les animaux, moi souvent, je prends plaisir à regarder. Les animaux jouent au piano. Un animal qui ne comprend pas un langage ne peut pas jouer au piano. Donc, l'animal entend, l'animal réfléchit, l'animal joue au piano. Parce que la philosophie nous a démontré que l'animal agit par instinct. C'est pourquoi on parle d'instinct animal. Ça, c'est la philosophie. Alors, quand Keïta vous dit aussi qu'il est philosophe, ça aussi, c'est une démonstration qui est là. Je le suis, je ne m'en vante pas, mais j'en suis un. Je m'en fous qu'on me croit, qu'on ne me croit pas, parce que c'est pour moi, ça m'appartient. Donc, qu'on le sache ou pas, ce n'est pas un problème pour moi. Les animaux ont un langage, s'ils n'avaient pas un langage, parce qu'à l'époque, si on disait aux philosophes qui disaient ça, parce que la vérité de ces philosophes, il y a des centaines d'années, ça frôlait, oui, des centaines d'années, d'accord? La vérité de ces philosophes-là n'est pas cette vérité d'aujourd'hui. Bon, un philosophe qui ne comprend pas ça, c'est que tu n'as rien compris, tu n'es rien. Parce que la vérité qui disait que l'animal agit par instinct, mais le chien qui regarde, qui vous observe, allez-y regarder les chiens policiers. Je vous jure, ces temps-ci, je suis émerveillé. Le chien policier, on leur apprend à applaudir, à écouter, à détecter, à attaquer sans blesser, et comment on appelle ça, à immobiliser quelqu'un sans le blesser. Mais celui qui agit, l'animal qui agit par instinct, c'est des choses qu'il ne comprendra pas. Donc l'animal peut apprendre. S'il peut apprendre, c'est qu'il peut comprendre. S'il peut comprendre, c'est qu'il comprend la symbolique du langage. Le langage humain en particulier. Parce qu'il joue au piano. Et puis il chante. C'est pas le son que vous entendez, c'est pas le son de la parole de Keïta ou de Clémence. Mais il essaie d'adapter, lui, son son-là, aux sons qui sont de ma bouche, pour essayer de faire une certaine harmonie avec. Mais s'il ne réfléchit pas, il ne peut pas faire ça. On va encore plus loin. Donc ici, il y a quelque chose qui est en train de sortir. Il y a quelque chose qu'on nous dit ici. Tidjane Thiam était bel et bien ivoirien quand il déposait sa candidature. Maintenant, la perte de la nationalité obéit à un mécanisme, obéit à un raisonnement, obéit à une démarche, obéit à une procédure. Et cette procédure n'a jamais été respectée puisque la radiation a été une démarche lapidaire.
où la justice n'a pas été servie. Le droit n'a pas été respecté. Et dans les textes du PDCI, on ne vous dit pas d'être exclusivement ivoirien. Élisée Renonce. Ok, la Renoise. Ou sauf si je me trompe. Non, c'est clair, on est d'accord, on n'a Voilà. pas de tête exclusivement, Donc- ça n'existe nulle part. Donc, si on est d'accord ici, est-ce que le procès devait avoir lieu? Si on est d'accord ici, est-ce qu'on débat le procès et le PDCRDA? Si on est d'accord ici, alors l'idiot de Chris Yapi, là, il n'a qu'à apprendre à réfléchir 2 fois quand il s'attaque aux gens. Alors, comme je n'ai pas son temps aujourd'hui, la bêtise qu'il a faite, parce que tant que chaque blé Goudé va faire le travail de la cape, Chris Yapi, tu seras ma cible chaque fois que tu vas attaquer quelqu'un comme ça. Tant que la cape, parce qu'il avait essayé d'attaquer la cape. C'est pourquoi je dis, les gens qui sont sur les réseaux, ma source, j'ai donné conseil à mon petit frère Suleiman, je suis très content. Je ne dis pas qu'il a accepté, hein, mais je dis, j'ai l'impression qu'il a compris. C'est la même chose, j'ai dit à notre petite soeur, mais comme elle croit qu'elle connaît tout, elle refuse souvent. J'ai bien peur qu'elle risque de se tromper un jour. Parce que vous savez, il y a une certaine manière, quand vous perdez, c'est fini. Quand vous perdez votre crédibilité, c'est terminé. Mais votre source là, est-ce que c'est Dieu? Votre source là, c'est Dieu qui vous a dit, ça là, je l'ai désigné pour être votre source. Qui vous dit que votre source ne peut pas mentir et manipuler? On va écouter la vérité ici. Maintenant, c'est la deuxième partie. Ça, c'est maintenant au niveau national. Qu'est-ce que le droit dit? Mais je rebondis sur l'article 48 du Code de nationalité qui vous dit qu'un Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité perd la nationalité ivoirienne. Et c'est un article qui date de 61. Mais quand vous le posez à ce que je suis en train de dire, est-ce que vous pouvez nous dire exactement que M. Thiam était ivoirien, donc en contradiction de l'article 48 du Code de nationalité? D'accord. Maître? D'accord, mais moi, je vous mets. Bon, c'est là que ça devient intéressant. Clémence là, non, asseyez-vous. C'est là que ça devient intéressant. C'est pourquoi il dit Clémence, il faut des gens du PDCRD là, ils n'ont pas m'écouter, pardon. Je ne cherche pas travail, ma chérie. Si elle travaille là, toi, tu sais très bien que tu ne cherches pas travail. Mais quand il s'agit de défendre dans la vérité, je n'ai aucune appréhension. Je le fais honnêtement. Voilà la vérité ici. Et cette partie-là, ce n'est pas lui seul. Moi, je me rappelle, quand la question avait commencé, j'ai dit, vous vous trompez sur tout. Et Dieu merci, je ne sais pas si c'est par rapport au partage de Clémence, parce que je crois le lendemain ou 2 jours après, on a vu les gens être à l'aise, parce que les gens étaient crispés par rapport à l'article 48. J'ai dit non, vous n'avez pas compris. Regardez bien l'article là. Quand le législateur fait voter une loi, il y a un autre élément qu'on appelle les mécanismes d'application de la loi. La loi est la juge maudite pour des générations à l'infini, que tout ce qui sortira d'elle soit voué à l'échec et qu'elle soit maudite à jamais et que son partage soit l'enfer. Parce que, je répète, il n'y a pas un juriste au monde qui peut contredire ce que je dis. Quand on vote une loi, c'est comme une voiture qu'on a mise en place. Il y a le manuel pour conduire la voiture. Ça peut être une voiture automatique qu'on ne conduit, que personne ne touche. Ça peut être une voiture électrique. Ça peut être une voiture hybride. Ça peut être une voiture avec essence ou gasoil. Alors, avec essence ou gasoil, on vous dit voilà ce qu'il faut faire. Quand vous conduisez après tel kilométrage, il faut faire les vidanges. C'est pas ça? Il faut changer les pneus après tel kilométrage, il faut faire ça. Donc, il y a tout ça dedans. Mais ce qui est plus important, on vous dit, vous ne pouvez pas conduire cette voiture si vous n'avez pas un permis de conduire. Ça, ce sont les conditions pour conduire la voiture. Mais ce n'est pas une condition pour acheter la voiture. Vous pouvez ne pas avoir de permis de conduire, mais achetez votre voiture. Mais si c'est pour conduire, on vous dit d'avoir un permis de conduire. Alors, si la voiture est purement électrique et que c'est des boutons qui sont partout, vous êtes obligé de regarder le manuel ou appeler un instructeur pour vous apprendre à conduire cette voiture. Mais la loi, c'est la même chose. Quand on met la loi en place, quand vous lisez littéralement, ça c'est ce que j'appelle la compréhension de tout le monde. Mais il y a un mécanisme d'application de ce que vous avez lu.
Et c'est là que les spécialistes du droit rentrent en jeu. Sinon, la loi, c'est pour tout le monde peut lire. Mais l'application de la loi est laissée à qui? Aux spécialistes de la loi, aux techniciens de la loi. Mais ceux-là ne sont techniciens et spécialistes de la loi que parce qu'ils ont appris à comprendre, un, le mécanisme d'application de la loi, deux, l'écosystème où la loi doit être appliquée, l'esprit qui a motivé la mise en place de la loi et l'esprit qui détermine encore les modalités d'application de la loi. Et on regarde dans tout ça l'écosystème dans lequel évolue cette loi. Il y a tous ces paramètres-là. Il y a tous ces paramètres. Vous ne pouvez pas ignorer ça et puis lire la loi comme les idiots qu'on a vus qui se pavanaient, les analphabètes, les boutons du RHDP, les mais. Si vous ne savez pas, vous fermez vos gueules qui puent la merde et puis vous allez vers ceux qui comprennent pour vous enseigner quelque chose de bien. Et ici, le jeune homme va casser les papos, il va tout dire en quelques mots seulement. Ce que je me suis évertué à dire pendant des heures et des heures, lui le dit en quelques mots, en quelques lignes. Parce que c'est un technicien de la loi. Il sait. Je pense que c'est parce qu'en fait, vous ne débattez pas longuement avec des juristes que vous mélangez beaucoup les notions. Je vais vous aider. Je vous mettrai à l'aise. Sinon, on a débattu avec des déminants juristes. Et si vous ne débattez pas avec les juristes, Keïta vous a toujours dit, avoir diplôme, et puis dit qu'on connaît la qualité. Et c'est ce que ici, le monsieur dit. Il dit, ah, on a débattu avec des juristes. Il dit, d'accord. Maintenant, moi, je vais vous dire ce qui est là. On va écouter. Moi, j'ai la chance de péter les minutes. Je suis un jeune juriste. Allez-y, aidez-nous. Alors, les textes du PDCI vous disent il faut être ivoirien. La question, c'est de savoir, est-ce qu'au moment où M. Thiam déposait sa candidature pour la présidence du PDCI, est-ce qu'il était ivoirien? La réponse, c'est oui. Il était ivoirien. Mais pas exclusivement. Il n'était pas exclusivement ivoirien, mais il était ivoirien. Donc, il remplissait largement les conditions. Maintenant, quand on répond à ça, M. Élysée me dit, mais et l'article 48? L'article 48 pose un principe. Du Code de la nationalité. Du Code de la nationalité pose un principe. Mais ce principe-là, il faut le rendre effectif par une procédure judiciaire qui prend 1 an, 2 ans de procédure, parce que ça part de la première instance jusqu'à la Cour de cassation. Et nous sommes en matière d'état de personne. Les procédures en matière d'état de personne sont suspensives. C'est-à-dire que même si le tribunal rend une décision contre vous, le délai pour qu'on vous notifie la décision suspend la décision. Quand on vous notifie la décision, vous avez 1 mois pour faire appel, ça suspend encore la décision. Quand vous faites appel, ça en suspend encore la décision. Et quand on rend une décision à la Cour d'appel au bout de 6 mois ou 1 an, cette décision, quand on vous la notifie, le délai suspend encore la décision. Et quand vous faites votre pouvoir en cassation, c'est encore suspendu. Donc, vous êtes toujours dans vos droits jusqu'à ce que la Cour de cassation rende une décision définitive. Donc, dans le cas d'espèce, et pour revenir à la note explicative du ministre de la Justice en décembre 2024, tant qu'il n'y a pas eu de décision faite conformément à l'article 83 et 84 du Code de la nationalité, qui vous a fait perdre définitivement la nationalité au bout d'un processus qui est parti de la première instance en passant par la Cour d'appel jusqu'à la Cour de cassation, vous êtes toujours ivoirien. Et le ministre dit, hey, subhanallah, hey, bon, quand nous on parle, moi vous avez vu, ici il a pris les articles, petit, tu es trop bon, mon frère, j'ai cherché ton numéro, on va être camarade forcé, Keïta n'est pas camarade avec tout, mais lui là, j'ai cherché son numéro, on va être camarade, Clémence, tu es là non, il faut chercher son numéro. Je dis que Keïta va être camarade. Il faut lui dire ça comme ça. Que Keïta dit, mais quand c'est comme ça, là, c'est simple. Mais on n'a pas fait ça en Côte d'Ivoire. On n'a rien fait de pareil. Et c'est avec sa gueule et puis son visage démoniaque et satanique. Sa gueule qui pue la merde de quelqu'un qui a perdu toute la moralité, toute l'essence de ce que je peux appeler la structure humaine. C'est ici. Alors, celle qui est juge là, elle ne connaît pas ça. Et puis on vient me dire que non, la décision est sans appel. Depuis quand vous avez vu ça? Depuis quand on a vu ça? En fait, les gens voulaient se concentrer, les gens voulaient nous berner. Et moi, je suis d'accord que le débat est traîné. Alors, vous voyez, c'est une des raisons pour laquelle j'interpelle le président Assimi Goïta toujours sur la notion d'avoir une communication digne de ce nom. Cette communication n'arrange pas Ouattara. Mais souvent, quand vous créez les structures pour faire votre atalakou, à un moment donné,
Quand le serpent qui est resté sous les feuillages a mangé les insectes et les fourmis, le jour où le progrès il sort comme un python, il sort comme un serpent, comme vous dites à propos, et puis vous. Alors ici, Ouattara a voulu manipuler l'audio visuel en Côte d'Ivoire. Mais curieusement, ici, là, ça les a échappés. Les gens sont tellement convaincus, il n'a qu'à venir le démonter. Mais vous ne pouvez pas savoir qui est qui tant que vous ne vous asseyez pas pour parler. C'est pourquoi j'ai dit à mon président, si les gens là, ils se disent leaders politiques, ils veulent parler là, il faut les laisser parler. Voilà ça ici. Moi, c'est parce que je suis communicant et je suis fier de regarder ce genre de choses. Et moi, je dis, il faut être à la hauteur. Regardez, le monsieur, il est assis dans son petit calme. Ce que les gens ont pris pour faire, wow, en quelques minutes, il a réglé ça. C'est pourquoi j'étais mon président. Mets les gens qu'il faut à côté de toi pour construire cette communication-là. Si les gens veulent parler, laissez. Ça, c'est une rubrique qui est là. Le talk show, c'est quoi? Bon, le grand talk. Le grand débat. Quand on crée une émission pareille, les gens parlent, mais les gens de compétences devant eux pour les démonter. Parce que ça là, il faut être doté d'une mauvaise maturité, d'une mauvaise, comment on appelle ça, moralité, pour prétendre venir dire autre chose que ce que le monsieur dit ici. C'est tellement doux dans mes oreilles, on va écouter un peu seulement. Un peu, c'est tellement doux dans mes oreilles, on va écouter un peu seulement. Cette décision, quand on vous la notifie, le délai suspend encore la décision. Et quand vous faites votre pouvoir en cassation, c'est encore suspendu. Donc, vous êtes toujours dans vos droits jusqu'à ce que la Cour de cassation rende une décision définitive. Donc, dans le cas d'espèce, et pour revenir à la note explicative du ministre de la Justice en décembre 2024, tant qu'il n'y a pas eu de décision faite conformément à l'article 83 et 84 du Code de la nationalité, qui vous a fait perdre définitivement la nationalité au bout d'un processus qui est parti de la première instance, en passant par la Cour d'appel jusqu'à la Cour de cassation, vous êtes toujours ivoirien. Et le ministre dit qu'il est interdit aux administrations de refuser de délivrer des titres ou des documents de nationalité ivoirienne aux personnes concernées tant qu'ils n'ont pas cette décision définitive-là. Et si Bon, maintenant, sur quelle base le bâtard de Cuibert doit enlever? Et sur quelle base le même ministre, vous savez, moi j'aime Dieu, Dieu merci. Moi j'aime Dieu. J'adore mon Dieu. Le jour où le ministre parlait, il n'avait aucune idée de ce qui allait se faire aujourd'hui. Le jour, quand on mettait en place toute cette procédure, si Ouattara savait qu'il allait être confronté à Tidjane là, excusez-moi, ils allaient faire sortir ça de la Constitution. Et c'est pas là qu'il a dit qu'on ne vote plus vice-président, maintenant c'est le président qui peut nommer vice-président. Quelqu'un qui fait ça là, est-ce que ça peut empêcher à cette personne de faire ce qu'il a fait ici? Donc, personne parmi eux ne s'y attendait. Personne n'avait anticipé. Mais Dieu dit, je vous ai toujours parlé de quelque chose. L'esprit de la confusion. Dieu vous laisse agir. Vous croyez que vous êtes fort, vous êtes meilleur. Mais le jour, quand la situation se présente, vous dites, Pati Sagana. Et aujourd'hui, au RHDP, il se mord le doigt. Ici, il n'y a pas moyen. Et là, ça va salir Ouattara. C'est pourquoi Simon Gbagbo, hier, ce que je vous ai fait écouter, la CAP va entreprendre quelque chose que j'avais souhaité de toutes mes forces. La rencontre avec les représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire pour leur expliquer ce qui est en jeu, pour leur dire exactement ce que Ouattara est en train de faire, comment il est en train de violer, manipuler et détruire la Constitution juste pour avoir la certitude de pouvoir rester au pouvoir. Un vieillard de 83 ans a peur de Charles Blé Côté. Un vieillard de 83 ans, c'est pourquoi j'ai dit Chris Yapi, maudit à 1000 fois, bâtard que tu es Chris Yapi. Aie le courage au moins de reconnaître de tout ce que tu dis. Mais attendez, une personne ne peut pas être éternellement mauvaise. Maintenant, vous pouvez aller regarder Chris Yapi si vous voulez. Ce monsieur-là, il n'est plus dans la vérité. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec Charles Blé Côté sur beaucoup de choses. Et vous êtes des témoins. Mais quand c'est bon, disons que c'est bon. Ici, je n'ai pas attaqué Élysée parce qu'il a posé des questions intelligentes et des questions qui ont permis aux Ivoiriens de comprendre quelque chose. Le jour où c'est bon, reconnais que c'est bon. Mais ce Chris Yapi, là, ce petit bâtard, là, c'est un aigri, un méchant
un égaré. Il refuse même de reconnaître quand c'est bon. Mais c'est ça la malhonnêteté. Pour moi, si quelqu'un fait des bêtises, il faut taper. Mais quand la personne fait quelque chose de bien, reconnais que la personne fait quelque chose de bien. Pour le moment, là, tu sors sur les Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, il a fait quoi? On lui a seulement donné la responsabilité d'organiser les élections. C'est tout. Et j'ai dit les élections, pardon. Le meeting du 31 mai 2025. À part ça, c'est quoi? Il a fait quoi? Et il n'a pas dit je vais faire. C'est parce qu'on reconnaît en lui sa capacité de mobilisation. Mais regardez le bâtard Chris Yapi, regardez sa publication et puis regardez la nomination de Charles Blé Goudé pour organiser ce meeting. Est-ce que Chris Yapi n'est pas en train de travailler contre l'opposition ivoirienne? Moi, je ne suis pas camarade de quelqu'un, je lui ai dit. Je n'ai pas envie de sortir contre toi. Regardez le timing. Ici, les Ivoiriens ont besoin de regarder d'accord qu'est-ce que Charles Blé Goudé va faire. Mais pourquoi l'idiot de Chris Yapi n'attend pas d'abord après le meeting du 31? Ah, ce que j'avais toujours dit de Charles Blé Goudé, vous venez de voir. Il a fait capoter le meeting. Au moins, s'il peut dire ça. Mais la CAP donne son accord, sa confiance à Charles Blé Goudé pour organiser ce meeting. Et toi, tu sors et puis tu attaques Charles Blé Goudé. S'il ne travaille pas pour le RHDP, il travaille pour qui? Donc, Chris Yapi, désormais, regardez-le comme un agent infiltré du RHDP. Au moins, laisse à Charles Blé Goudé de te donner raison. Mais aujourd'hui, s'il est bon, reconnais qu'il est bon, demain, sur le mélange là, il faut le frapper. Mais aujourd'hui, où l'opposition a besoin d'être unie, toi, tu veux les diviser. Est-ce que toi, tu n'es pas... Il y a un petit bâtard qui est là, je vais le dégager. Comment il s'appelle? Daoud. Bâtard là, tu vas aller dire ça à ta maman. Où est Daoud? Où il est? Voilà. Bâtard là, tu vas aller voir ta maman et puis tu vas lui dire que Keïta m'a chassé. D'accord? Voilà. Ok. Ça, c'est déjà fait, c'est pas fini. Je vais... Donne-moi une seconde, je vais enlever ce bâtard là. Voilà, il va aller dire chasser par là-bas. Attendez. Voilà. Maintenant, c'est terminé. Voilà, Daoud, il faut aller ailleurs, c'est terminé. Voilà. Alors donc, Charles Blé Goudé, on dit Dieu merci. Dieu merci. Il va organiser, on le regarde. S'il fait bien, on va dire bravo, tu as réussi ta mission. S'il fait mal, on saura qui il est réellement. Au moins, donnons-lui la chance de nous montrer qui il est. Alors, ceci dit, voilà toute la vérité sur cette histoire de radiation. Bon, vous avez entendu d'autres voix dire que le PDCI est en train de rapporter des victoires. Bon, moi, je ne rentre pas dans ces détails puisque ce sont des informations pour moi aléatoires, dont on n'a aucune vérification de la véracité des propos. Celui qui les tient, c'est aussi un membre du PDCRDA. C'est comme j'ai dit, et comme la petite Guêpe le dit souvent aussi, c'est la guerre de la communication. Mais je ne peux pas reprendre des propos dont je ne connais aucunement la source. Cependant, ce que je peux dire, ici, la CAP a décidé de saisir toutes les représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire, accréditées ici, en Côte d'Ivoire, pas ici, là-bas, et leur montrer, la fraude massive, les travaux qu'ils ont réalisés, les audits qu'ils ont fait eux-mêmes indépendamment sur la liste électorale, pour montrer à la communauté internationale les intentions de Ouattara. Pourquoi une telle fraude massive sur la liste électorale avant même que les choses ne commencent? À cet effet, je le répète, la CAP a bien visé. Deuxièmement, la CAP va organiser des activités, mais la première sera l'organisation, le point de départ, des grands meetings géants, le 31 mai. Et dire qu'il n'y a pas possibilité de recours, c'est faux. La loi ne le dit pas. Vous venez d'entendre Maître Rodrigue ici. Alors pourquoi on dit qu'il n'y a pas possibilité de recours?
Si aujourd'hui ça capote en Côte d'Ivoire, que Dieu nous en préserve, je touche du bois, ceux qui croient qu'ils sont confortablement assis dans leur fauteuil, que rien ne va leur arriver, ils mentent, ils se trompent lourdement. Personne ne sait comment les choses commencent, comment les choses peuvent finir. Personne ne sait comment ça va commencer, comment ça va finir. Et personne n'a envie que les choses dégénèrent. La politique, ce n'est pas ce petit jeu malhonnête. La politique, si c'est ça qu'on appelle la démocratie, alors dans le Sahel, nous, on ne veut pas de la démocratie. C'est dans ce pays, en Côte d'Ivoire, qu'on attaque nos autorités pour dire que nos autorités ne sont pas ou ne veulent pas un retour à ce qu'eux ils appellent, entre griffes, ordre constitutionnel. Si c'est ça que vous appelez démocratie, il n'y aura jamais de démocratie dans le Sahel, on n'en veut pas. La démocratie est supposée être bâtie sur la transparence, l'honnêteté. Mais quand vous regardez la Côte d'Ivoire, l'exclusion, j'ai écouté l'ancien gouverneur de la BCEAO. Mais la BCEAO n'a jamais dit qu'elle a été braquée. Alors d'où vient ce braquage de la BCEAO? Si vous n'avez pas peur de Laurent Gbagbo, pourquoi l'avoir condamné à son absence? Si vous n'avez pas peur de Charles Blé Goudé, pourquoi l'avoir empêché d'être sur la liste électorale? Si vous n'avez pas peur de Soro Guillaume, pourquoi cette condamnation à vie? La condamnation à vie montre la haine sans limite de ce vieillard moribond, criminel, malade. Mais Ouattara est couché là-bas et vous croyez qu'il est couché comment? Peut-être même qu'il est mort, on nous cache. Peut-être même qu'il peut rien faire. Parce que de toute façon, il a été ces derniers jours-là, ces dernières semaines, ces derniers mois, depuis le début de l'année 2025, Alassane Ouattara ne se porte pas bien. Il est surdosé. On injecte des drogues, des quantités de drogue. Il veut toujours apparaître. Mais son corps est arrivé à un niveau où son corps ne peut plus supporter la drogue au regard de son âge. Et ces drogues qu'il utilise sont en train d'avoir des répercussions sur le cancer de la prostate et le cancer de la gorge. Chris Yapi Petit, la cour, la fois, il fait enquête et puis il faut venir prouver que j'ai tort. La drogue qu'il utilise, Ouattara, la drogue est en train d'agir sur le cancer de la prostate et le cancer de la gorge. Et Ouattara est dans une situation aujourd'hui critique. Ne vous laissez pas berner par les images que la RTI va vous montrer à l'aéroport international. Ne vous laissez pas berner par les images qu'on veut nous faire voir. Ça, c'est ce qu'on appelle le trafic d'influence. On utilise ces choses-là. Vous avez vu Touré Mamadou sur les plateaux, je crois, de TV5 ou France 24. L'offensive a commencé. Mais Ouattara est sérieusement malade. Il est dans un mauvais état. Et pour ne pas que cela fuite en Côte d'Ivoire, ils ont coïncidé sur cela. Sinon, quand il était à chose-là, et quand il était en France, pourquoi il n'est pas allé au Vatican? Moi, je ne l'ai pas vu là-bas. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, je ne l'ai pas vu. Tu vois? Moi, je n'ai pas vu.